Par exemple, si sur votre PC, quand vous ouvrez YouTube, là, c'est une application, ça lance un process derrière. Et sur YouTube, par exemple, si vous voyez que vous pouvez regarder les vidéos et en même temps, on peut écrire les commentaires. Ça des exemples des threads. Donc, imaginons qu'on a un thread pour les commentaires, pour traiter les commentaires. Quand vous cliquez sur j'aime, par exemple, sur YouTube. Et ça, ce sont des threads qui tournent en parallèle, qui sont liés, en fait, liés au process de YouTube. Donc, un système, on dit un système multi-processing et un système qui est multi-threading. La différence, c'est que en fait, un process tourne sur le processeur. Donc, quand on a un système de multi-processing, c'est un système qui est multiprocesseur. Par contre, multi-threading, c'est pas forcément le même cas. On peut avoir un seul processeur, mais on peut avoir plusieurs threads en fait qui tournent sur ce processeur. Donc, c'est le système d'exploitation qui planifie les tâches, qui fait en sorte que les tâches en fait tournent l'un après l'autre ou alternativement pour donner en fait l'effet du multithreading. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc dans un système de multiprocessing, on a le process principal, le main process. Après, vous avez des process 1 qui tournent sur le processeur 1, process 2 qui tournent sur le processeur 2, par exemple. Par contre, sur un système de multithreading, on peut avoir un seul processeur, mais plusieurs threads en fait, qui tournent alternativement. Donc, pour exemple, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez mon écran avec le code? Maintenant, oui. Ah, OK. Ouais, c'est bon, là. Nickel. Ouais. Par contre, là, vous voyez pas. Ouais. Alors, donc, comme j'ai dit, en fait, donc j'étais où sur le... Il y a deux. Donc, voilà, j'étais sur le process et thread. Comme j'ai dit, en fait, le process, ça tourne sur un processeur et le thread, ils peuvent être tournés en fait alternativement sur le processeur. Donc, là, je vous donne un exemple, le premier exemple du code là. Et voilà. Ah, OK, là, vous voyez mieux. Donc, j'ai un programme qui est le thread process. OK. Voilà. Donc, ce que j'imprime ici, j'ai le code ici, j'ai une fonction main. Donc, si vous connaissez un peu C++, on commence par la fonction main. Par défaut, quand on rentre dans la fonction main, on est dans le thread principal. Il y a un thread qui est lancé, c'est le thread principal. Et à partir du thread principal, on peut lancer les threads secondaires. Du coup, ici, comme exemple, j'ai le thread 1 et le thread 2 qui sont lancés à partir du thread principal. Et un thread, c'est quand même un morceau de code. Il fait quelque chose derrière. C'est quoi quelque chose? C'est une fonction qu'on renseigne ici dans le constructeur du thread. Ici, j'ai une fonction qui s'appelle thread exemple. Voilà. Donc, je lance à partir du thread main deux threads secondaires. Et ces deux threads-là, ils tournent sur une fonction qui s'appelle thread exemple. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et dans le thread principal, j'imprime l'ID du process et l'ID du thread. Donc, on est d'accord que quand ça c'est une instance en fait du programme. Quand je compile ce code, ça génère un exe. Et quand j'exécute l'exe, c'est un process qui est lancé. Et ce process-là lance deux threads, 1 et 2.
Du coup, vous voyez que ici, j'imprime dans les fonctions, le process ID et le thread ID. Du coup, on est censé avoir le même process ID, mais des thread ID différents, vu qu'on a 3 threads. Donc, je vais exécuter. Bon, j'ai déjà compilé avant, hein, donc je l'exécute. Donc, ici, vous voyez que le process, c'est le même entre cela, là et là, mais on a 3 ID threads différents, 1, 2 et 3, correspondant aux 3 threads, le principal et les 2 secondaires. Donc, là, c'est un exemple du thread, du process. Alors, ici, en fait, vous voyez aussi que j'ai imprimé aussi le nombre possible du contexte en parallèle et ça m'imprime 8. Pourquoi 8? Alors, ça, c'est lié à une caractéristique de mon PC. Si vous ouvrez le Task Manager, ici, Task Manager, vous voyez que dans Performance, quand on descend ici, on voit qu'il dit qu'il y a 8 processeurs logiques. C'est quoi 8 processeurs logiques? En fait, j'ai 4 corps. 4 corps, en fait, ça veut dire que je peux lancer 4 process en parallèle. Par contre, logiquement, un corps, en fait, peut prendre 2 threads en parallèle. Donc, ils sont exécutés alternativement. Du coup, par résultat, en fait, je peux faire 8 threads en parallèle. Voilà. Bon, 4 corps et chaque corps 2 threads en parallèle. Ça correspond au numéro 8 que j'ai ici. Donc, j'ai la possibilité à 8 threads en parallèle sur mon PC. Ça, c'est... Ah, je n'ai pas dû fermer. Voilà. Ça, c'est vous donner en fait des idées du thread, du process, tout ça. Alors, le système d'exploitation ne travaille pas directement avec les process, mais il travaille avec les threads. Donc, ce qu'on appelle le scheduling, ça veut dire la planification des tâches. Le système d'exploitation planifie en fait les tâches. Là, dans mon exemple, je crée des threads, je lance des threads, mais moi, je ne peux pas décider. En fait, c'est lui qui est appelé avant, c'est lui qui est exécuté avant. Ça, c'est le travail en fait du système d'exploitation. C'est lui qui gère tout ça. Et lui, il a des stratégies pour faire ça. Par exemple, il dit qu'à lui, il attend une entrée d'utilisateur. Du coup, je le mets en attend, en pause. J'exécute les autres. Et après, une fois que j'ai les inputs d'utilisateur, je reviens. Par exemple, ou il peut dire que bah, c'est lui qui arrive en premier, du coup, je l'exécute avant, après. Ou on dit que bah, c'est lui qui est un peu plus prioritaire selon ses critères, bah, je l'exécute avant. Donc, il a tout un tas de critères, en fait, d'exécution pour décider, pour planifier les threads. Alors, pour vous montrer ça, j'ai un autre exemple. Ici, j'ai le thread principal qui lance 2 threads secondaires. J'ai un thread Adam et un thread Eva. Chaque thread, en fait, travaille sur une tâche. Le thread Adam, il travaille sur la tâche de ramasser les fruits et le thread Eva travaille sur la tâche de chasser les rennes. Donc, dans la fonction de ramasser les fruits, ce que je fais, c'est quoi? Bon, je simule en fait une ramasse de fruits. J'ai un variable pour indiquer c'est quoi le nombre de fruits ramassés. Et tant que je dis que bah, on continue, bah, ça continue et ça incrémente le nombre de fruits. Et pour la fonction pour Eva, pour chasser les rennes, j'ai aussi le nombre de rennes. Et tant que je dis que bah, ça continue, bah, elle continue sur la chasse. Donc, et dans le thread principal, alors, je crée les 2 threads secondaires, je les lance, ils travaillent de leur côté, indépendamment. Et après, je fais une pause d'1 seconde sur le thread principal. L'idée, c'est de laisser les threads secondaires de travailler un peu. Et après, au bout d'1 seconde, je set le variable à false.
Comme ça, je dis à mes threads de s'arrêter. Voilà, c'est ça l'idée en fait de cet exemple. Et du coup, là, quand je l'exécute, execute scheduling. Là, vous voyez qu'au bout d'un moment, il dit que bah, Adam a ramassé tant fruits et Eva a chassé tant reine, par exemple. Voilà, parce qu'ils ont incrémenté en fait les nombres, les variables que j'ai mis dans les fonctions. Par contre, si je l'exécute la deuxième fois, vous voyez que les chiffres sont complètement différents que la première fois. Parce qu'en fait, ça dépend de comment le système d'exploitation planifie les tâches. C'est jamais fixé, en fait, parce que là, ici, je dis que je fais une pause d'1 seconde. Mais pendant cette 1 seconde, peut-être, bah, on ne sait pas, en fait, combien de fois, combien de temps, en fait, c'est quoi le temps qui a été réservé pour chacun de mes threads. Ça dépend de mon système d'exploitation. Il va faire la planification avec beaucoup d'autres choses qui tournent aussi sur mon PC. Ben, c'est pour ça, en fait, que chaque fois, si vous lancez ça, vous avez des résultats différents. Voilà. C'est pour ça que si vous codez sur un système qui demande de la précision, sur les nombres précis, tout ça, il ne faut pas compter sur la planification du système d'exploitation. On ne peut pas le contrôler. Ça, je vais prendre l'exemple. OK. Là, vous voyez que mes threads, en fait, ils sont lancés. Mais comme j'ai dit, en fait, quand les threads sont lancés, ils vivent leur propre vie. Le thread principal n'a plus le contrôle sur les threads secondaires. Ils se sont juste lancés. Voilà. Comme Adam et Eva, bah, ils sont partis, et je n'ai plus le contrôle. Je ne sais pas, c'est quand ils seront arrêtés ou quand ils vont s'arrêter, voilà, tout seul. On ne sait plus. Et du coup, ça peut arriver que des fois, on veut avoir les contrôles sur les threads. Ça veut dire qu'on lance le thread principal et on lance les threads secondaires, mais on veut attendre les résultats. On lance une tâche, tout ça, on attend les résultats des threads secondaires. Mais comment faire, en fait, dans ce cas-là, vu que bah, les threads ils sont indépendants comme ça? Bah, il y a une technique, ce qu'on s'appelle la fonction join et joinable. En fait, j'ai un autre exemple. Voilà. Ici, c'est toujours Adam et Eva qui font bah, le travail comme avant. Sauf qu'ici, avant de terminer sur le thread principal, bah, je fais les fonctions qui s'appellent join ici, ça, pour dire que bah, j'attends. Bah, je lance ces deux threads, ils travaillent. Une fois qu'ils terminent leur travail, ils me disent. Et après, bon, je termine le thread principal aussi. Donc, si je l'exécute, il s'appelle thread procedure ici. Plusieurs fois. Alors, pour vous montrer en fait l'utilité du join, ouais, pardon, que je mette comme ça. Par exemple, si je mets en commentaire le join ici, imaginons que je lance les threads, je ne mets pas le join. Dans le thread principal, alors, j'ai deux threads secondaires, Adam qui ramasse toujours les fruits et il met le nombre de fruits ici dans le fruit num. Et j'ai Eva qui chasse les reines, il met aussi le nombre de reines là, ici, dans le dir num. Et j'ai le thread principal qui est un serpent qui attend les reines et les fruits d'Adam et Eva pour faire une soirée, une fête.
et ils impriment ici dans le trait principal combien de fruits et combien de rennes qu'il a. Alors, si je l'exécute sans le join, vous voyez le problème. Vous voyez que, en fait, il dit que le serpent, il fait la soirée avec 0 fruits et 0 reine. Et après ça, Adam revient avec tant de reines, Eva revient avec tant de reines et Adam revient avec tant de fruits. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le trait principal, il n'a pas de contrôle sur les traits secondaires. Il lance comme ça et les traits secondaires travaillent de leur côté. Et vu que il lance comme ça, il travaille après, le trait principal, il imprime tout sur ça. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir les variables, les valeurs, en fait, les dernières valeurs de ces variables modifiées par les traits secondaires. Donc, pour que ça marche mieux, il faut que je rajoute le genre ici pour dire que je lance les traits principaux secondaires, mais mes traits secondaires modifient les choses et j'attends ici. J'attends et au final, j'imprime les résultats. Et là, si j'exécute, là, vous voyez que le serpent, il lance le truc, il attend. Après, il y a Eva qui chasse et Adam qui ramasse. Et au final, ils sont revenus. Et quand il fait la soirée, on a exactement les mêmes chiffres que, que ceux qui sont modifiés par les traits secondaires. Du coup, voilà. Pour résumer, le join, c'est une fonction qui permet en fait d'attendre dans le thread, on peut dire appelant, pour avoir les résultats en fait du thread secondaire. Ça, c'est le join. Alors, est-ce que là, OK. Je vous donne un autre exemple. C'est toujours avec l'histoire entre Adam et Eva, mais cette fois-ci, je change un peu. Pour Eva, elle travaille toujours sur sa tâche à elle, pas de souci. Mais pour Adam, en fait, il n'a pas de tâche. Ici, vous voyez que moi, je donne aucune tâche à Adam. Il est juste un thread, il est lancé, mais il n'a aucune tâche. Dans ce cas-là, en fait, le problème, c'est quoi? Alors, si je fais comme avant, ça veut dire que je fais genre sur Adam, genre sur Eva, et j'attends. Vous voyez que, en fait, on n'imprime jamais la ligne que le serpent il fait la soirée. En fait, le serpent, il lance les choses, il attend que Adam et Eva terminent leur travail, il fait la partie, il fait la soirée, mais cette ligne-là n'est jamais imprimée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait le genre sur Adam, qui est un trait qui n'a rien à faire, et ça marche pas bien. Donc, si je change ça, là, vous voyez que c'est beaucoup mieux. On imprime cette ligne-là, parce que en fait, on rajoute ça. C'est un truc qui s'appelle joinable, c'est une fonction, c'est une méthode en fait de la classe thread qui permet de vérifier pour voir si on peut faire un join ou pas sur un thread. Donc, tous les threads ne sont pas joinable. Par exemple, si le thread n'a pas de tâche à faire, on ne peut pas faire un join sur ce type de thread, par exemple. Donc, join, c'est une technique qui permet d'attendre les threads, tout ça, mais il faut bien vérifier que notre thread est joinable.
Alors, quand le thread est lancé, on peut lancer les threads en tant que thread qui s'appelle le background thread. Le background thread, ça veut dire c'est un thread qui est lancé d'une façon indépendante du process. Et quand il termine, en fait, quand le process termine, par contre, l'avantage, c'est quand le process termine, le système d'exploitation nettoie aussi tous les threads background qui sont liés à ce process. Alors, je vous donne un exemple sur le background thread. J'ai toujours l'exemple que je vous ai montré depuis tout à l'heure. Ici, bon, j'ai deux threads, comme ça. Tac, tac. Je vérifie si les threads sont joignable ou pas avant de faire la soirée, avant. Mais, tac. Si je ne mets pas des tâches, là, je vais compiler. Alors, vous voyez que ça ne termine pas. Pourquoi? Je vous explique. Le serpent, il envoie Adam et Eva pour faire du travail, tout ça. Eva est revenue, mais Adam n'est jamais revenu. Pourquoi? Alors, il faut regarder c'est quoi la différence entre la fonction Adam ici et Eva. Voilà. Vous voyez que la différence, c'est que dans la fonction pour Adam, j'ai rajouté une boucle qui est le while true. Le while true, ça veut dire que ça ne se termine jamais. Ça répète à chaque fois. Et bon, entre chaque répétition, je mets une pause d'1 seconde. Mais bon, ça veut dire que lui, il ne sort jamais de cette fonction. Par contre, Eva, il n'a pas cette fonction de Deva, en fait, n'a pas cette caractéristique. C'est pour ça, en fait, que le trait d'Eva a pu joindre le trait principal ici, mais pas celui d'Adam. Donc, le problème, c'est que si le trait principal, il attend un trait, mais le trait secondaire ne peut pas rejoindre. Donc, ça veut dire que le programme en fait tourne infiniment. Ça ne s'arrête jamais. Et ça peut créer en fait des problèmes, mémoire, tout comme ça. Et alors, si je rajoute les trucs Adam, des tâches ici, vous allez voir en fait les différences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lance Adam, mais en fait, je n'attends pas. Je le laisse comme ça, comme un orphelin. Il travaille dans son côté. Et quand moi, je termine, bah, il faut arrêter aussi les threads orphelins que j'ai lancés. Et là, si je compile et je relance, et là, vous voyez que c'est terminé correctement. Donc, bah, évidemment, bah, les serpents ils disent qu'il n'y a pas de fruit parce que Adam, il n'est jamais revenu. Mais quand même, on peut terminer le process proprement, correctement, avec le thread Eva ici. Et le thread Adam, il est arrêté systématiquement par le système d'exploitation, vu qu'il est un thread, ce qu'on appelle le background thread. Il n'est pas attaché il ne peut pas vivre indépendamment. Ça, c'est un peu du background thread. Donc, quand le process termine, le système d'exploitation extermine tous les threads. Voilà, c'est ce qu'on appelle le garbage collection. C'est une des mécaniques de garbage collection, ce que vous connaissez très bien en Java, par exemple. Alors, pendant le multithreading, il y a une problématique qui est assez connue et c'est très important, mais c'est aussi très compliqué à gérer, c'est la concurrence. La concurrence, c'est un souci quand les threads accèdent à des ressources partagées. Donc, on peut, par exemple,
un variable peut être lu ou modifié par plusieurs traits différents. Voilà, je vous donne un exemple. Donc, c'est toujours un exemple classique. Avec, par contre, là maintenant, j'ai deux threads qui exécutent la même tâche. Donc, moi, j'aime la même tâche qui est collecting. Voilà. J'ai un collecting pour Adam et un collecting pour Eva. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils ramassent les fruits. Et à chaque fois que ça rentre dans cette fonction, si le nombre de fruits ramassés est toujours inférieur au nombre de fruits requis, bah, je continue, je rajoute un fruit. Voilà. Et bah, si c'est Adam, bah, je rajoute dans la, on peut dire, un rapport en fait, d'Adam pour dire que voilà, je rajoute un fruit dans la liste d'Adam. Si c'est Eva, bah, je rajoute un fruit dans la liste d'Eva. Voilà. Donc, on ramasse les fruits, on incrémente fruit-nam, on incrémente aussi la liste des, pour dire est-ce que c'est un fruit d'Adam ou Eva, et voilà, on termine. Logiquement, à la fin du programme, on attend à voir le nombre de fruits ici, fruit-nam, qui est la somme en fait de Adam Basket et Eva Basket. Donc, ça devrait être comme ça. C'est un panier qui est incrémenté à chaque fois. Soit c'est par Adam, soit c'est par Eva. Du coup, ça devrait être la somme de ça et ça. Mais est-ce qu'en réalité, c'est le cas ou pas? Bah, on va voir. Je vais vous exécuter ça. En fait, vous voyez que c'est pas du tout le cas. Adam, ici, a collecté tant de fruits, Eva a collecté tant de fruits, et le total, c'est ça. Pourtant que le total ici, quand il s'arrête, c'est là. Voilà. Pourquoi c'est le cas? Bah, parce qu'en fait, là, ici, on voit comme une fonction, mais pour le système d'exploitation, c'est plusieurs commandes différentes. Donc, il divise en fait la fonction en beaucoup de commandes différentes et il exécute les commandes. Donc, imaginons que là, pour les systèmes d'exploitation, on a 100 commandes. Donc, il a 100 commandes pour le thread Adam et 100 commandes aussi pour le thread Eva. Bah, il va par exemple exécuter, bah, j'exécute 5 ici, après je fais 10 ici, après 11 ici et 12 ici par exemple. Voilà. Et c'est lui qui gère tout ça, qui fait que quand il rentre dans la fonction, il n'est pas bien synchronisé sur le variable fruit-nam. Par exemple, moi, je rentre dans le premier thread. Mon fruit-nam ici, par exemple, c'est 100. Et dans le deuxième thread, c'est aussi 100. Mais après, dans le premier, bah, j'incrémente. Mais alors que pour le deuxième, c'est toujours la copie en fait, de la première version. Du coup, ce n'est pas incrémenté. Donc, il n'y a pas de synchronisation entre les threads sur ce variable fruit-nam qui fait que bah, les variables peuvent être très différents dans les threads différents. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de la concurrence sur les ressources partagées. Et pour résoudre ce problème, on a une technique dans C++ qui s'appelle le mutex. Alors, mutex, ça veut dire mutual exclusion. Mutex, ça veut dire que je sais qu'il y a plusieurs threads qui vont entrer dans cette méthode et qui vont utiliser ce morceau de code. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'avant d'exécuter mon implémentation, là, ici, bah, je mets un lock sur ce variable. Comme ça, en fait, quand je lock le variable, personne ne peut lire ou modifier ce que je vais bientôt modifier. Et comme ça, en fait, si bah, je vais bientôt modifier ce variable, je lock tout ça et tout le monde attend et j'implémente et comme ça, tout le monde lit. Et là, on est sûr que tout le monde a la même valeur sur le variable. Voilà, il n'y aura jamais de conflit. Donc, c'est ça l'idée. Et du coup, voilà, c'est ça l'implémentation. Donc,
j'ai toujours la fonction qui est collecting, mais ici, avant d'implémenter le variable fruiname, ici, bah, je mets un mutex, et je lock. Ça veut dire que là, je dis que là, je commence à entrer dans cette partie du code, et s'il y a d'autres threads en parallèle, vous entrez pas. Vous attendez à l'extérieur. Une fois que je termine, je relâche, je libère le lock, bah, vous entrez. Voilà, c'est comme une maison avec un cadenas, en fait, des locks comme ça, et on lock. Il n'y a que nous qui entrent dans la maison et on modifie les choses. Une fois qu'on termine, on sort de la maison, on ferme et on donne la clé aux autres. Et comme ça, les autres entrent. Mais il n'y a pas plusieurs personnes qui entrent dans la maison en même temps et qui modifient les choses en même temps, sans contrôle. C'est ça l'idée de mutex. Donc, avec ça, alors, vous voyez que ça marche beaucoup mieux. Ça imprime en fait toujours exactement le même, bah, c'est pas 100 ou 1 million, ouais, 1 million, le nombre de fruits demandés ici. Parce que voilà, il n'y a pas de conflit sur ça. Ça, c'est le premier exemple du lock. Alors, tac, tac. Alors, je vais changer un peu. J'ai recompilé le code. Ici, vous voyez que quand j'exécute, en fait, ça imprime pas 1 million, mais ça imprime en fait 1 million plus 1. Ce qui est un peu étonnant, parce que ici, bah, j'ai bien mis en fait la condition. Si le nombre de fruits est inférieur à ça, bah, je lock. Bah, si c'est pas comme ça, bah, si c'est inférieur à ça, bah, je vais incrémenter, mais sinon je ne fais pas. Mais pourquoi en fait? J'ai toujours un de plus. Voilà, c'est souvent un de plus. Alors, ça, c'est parce que, comme j'ai dit, en fait, la fonction ici, c'est pas une unité d'exécution pour le système d'exploitation, mais c'est un ensemble de commandes différentes qui sont exécutées l'une après l'autre. Et pendant l'exécution d'un thread, bah, il peut faire une pause en fait sur ce thread et il exécute l'autre. Ici, on a deux threads. C'est ça qui s'est passé ici. Ça veut dire que le premier, il rentre ici, il vérifie. Ah, est-ce que c'est moins qu'un million? Oui, c'est bon, moins qu'un million. Je rentre là-dedans. Et ici j'ai par exemple, et j'incrémente. Le deuxième, il rentre là-dedans, il trouve aussi que c'est moins. Et il rentre là-dedans et il commence à faire incrémentation sur ce variable. Sauf qu'il ne sait pas que lui, en fait, il a été incrémenté par l'autre. Parce que ça a été mis à jour par l'autre. Donc, c'est pour ça, alors, on a une autre version qui est plus avancée que la première fonction, qui fait que même après les logs ici, je vérifie quand même de nouveau si c'est toujours inférieur, parce que je ne sais pas si pendant ces temps-là, entre là et là, bah, il y a quelqu'un qui a incrémenté en fait le variable. On ne sait pas. C'est le système d'exploitation qui fait des choses entre les threads. Du coup, c'est toujours plus sécurisé de faire un autre check ici avant ça et après le mutex lock. Et si j'exécute, voilà, là maintenant c'est correct. C'est toujours 1 million et 1 million. Donc, si vous voulez encore sécuriser encore plus le code, bah, vous savez que chaque fois on fait écrire le lock ici et après il faut unlock, parce que si on ne fait pas unlock, ça retient en fait la ressource et les autres threads en fait ne peuvent plus y accéder.
Bah, dans ce cas-là, si on ne veut pas écrire les lignes comme ça, bah, on peut utiliser un truc qui s'appelle logguard sur le mutex. Donc, si vous faites un logguard sur le mutex, à la fin, en fait, c'est lui qui libère la ressource automatiquement. On n'a pas besoin de faire un truc unlock. Tac. Ça, c'est le mutex. Alors, je pars rapidement de atomic. Atomic. Donc, pour remplacer en fait le mutex, vous pouvez utiliser aussi un autre truc dans C++ de la librairie standard qui s'appelle atomic. Si vous mettez atomic sur un variable, c'est un peu comme si on met un mutex sur celui-ci. Donc, ça donne le même effet. Voilà. C'est pour présenter. Besoin d'exécuter ça. Alors, ça, je vous donne un autre exemple. Donc, le mutex, voilà, on a appris que le mutex, il est utilisé pour protéger les sections du code partagées. J'ai un exemple. Là, j'ai changé. Donc, ça, c'est un exemple de Mario. Mario qui collecte des bijoux dans une maison. Donc, j'ai un thread qui s'appelle Mario. Il est lancé avec la fonction Mario collecting les bijoux, ici. Tant qu'il n'a pas encore suffisamment de bijoux demandés, comme demandé, là, il y a 1 million, bah, il continue. Mais vu qu'il est dans une maison, il cherche un peu partout. Il cherche dans le salon, il cherche dans la salle de bain. Donc, par exemple, bah, chaque fois qu'il rentre dans le salon, bah, il collecte 10 bijoux et dans la salle de bain, c'est 20, par exemple. Et après, il relâche la protection et il continue tant que bah, ce n'est pas encore suffisant. Le problème, c'est que, par exemple, si dans ma fonction, quand je suis dans le salon, j'implémente le nombre de, comment dire, de bijoux aussi, et je mets aussi un log. Donc, ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème? C'est parce que le log, il y a un seul. Ici, quand je suis dans la maison, je log la ressource, la partie, et j'entre dans le salon, et dans le salon, je log de nouveau. Sauf que, imaginons que j'ai une seule clé pour la maison, je ne peux pas loguer 2 fois. Donc, l'action lock, en fait, dans le salon, il attend toujours le lock, il attend toujours la libération du lock dans le thread là, qui est ici, qui fait qu'on est dans une situation où il y a un deadlock. Lui, il attend toujours que lui il libère dans cette fonction, mais lui, il ne libère jamais parce qu'il faut que lui il termine. Donc, ça, c'est une situation de deadlock. Je vais en parler un peu plus en fait, dans quelques slides, mais ça, c'est un exemple. Donc, là, si vous exécutez ça, vous voyez que ça ne se termine jamais. Parce qu'on on est dans un deadlock. Voilà. Donc, cette situation de deadlock, c'est que quand j'ai un lock dans une fonction, et dans la fonction qui est appelée par cette fonction, j'ai aussi un autre lock. C'est ça, un deadlock particulier. Et pour résoudre ce problème, il y a une technique en C++, c'est que vous pouvez utiliser un truc qui s'appelle recursive mutex. Donc, c'est un truc qui est conçu pour résoudre ce type de problème de deadlock. Donc, si je remplace mutex par le recursive mutex, simplement que ça, hein, je recompile. Là, vous voyez qu'on peut terminer proprement. Mario, il ramasse les bijoux dans la maison, il revient dans le salon, il revient et après il collecte dans le bathroom, dans la salle de bain. Et une fois que c'est atteint, bah, ça se termine correctement. Voilà. Donc,
Le problème de deadlock récursif dans les fonctions récursives peuvent être réglés par l'objet récursif mutex de STD. Alors, un try lock, OK. Je parle d'une autre chose qui est le try lock. Alors, je donne un autre exemple, un trylock.cpp. On revient à l'exemple classique avec Adam et Eva. Tac, tac. J'ai les fonctions qui s'appellent collecting fruit. Donc, alors, je lance, j'ai le thread principal pour rappeler. Bon, j'ai deux threads, Adam et Eva, qui travaillent sur la fonction collecting fruit. Donc, c'est quoi en fait collecting fruit? C'est tant que en fait le nombre de fruits n'est pas encore 1 billion, ça, le nombre de fruits demandés, bah, je continue. Mais avant de continuer, en fait, avant de continuer, ce que je fais ici, c'est que je rajoute un mutex pour protéger ici, pour protéger le fruit num, parce que je vais incrémenter ce variable. Du coup, je rajoute des mutex pour protéger. Voilà. Je vais exécuter. Voilà. Alors ici, on voit que on a bien collecté 1 billion fruits comme demandé, avec Adam et Eva qui travaillent en même temps sur les tâches, mais la tâche a pris 32 secondes. Okay. Si je mets ça, je change la méthode en méthode un peu plus intelligente. Je m'attendais à avoir un résultat qui est meilleur. On va voir si c'est le cas. C'est pas forcément le cas parce que, alors, j'ai un nombre qui n'est pas suffisamment large pour voir le souci. Non, mais c'est trop. Ça va prendre trop de temps. Attends, je reviens. Et 35 secondes. Là. Ouais, en fait, on a un nombre qui n'est pas suffisamment large pour voir un peu le souci. Alors, le souci, c'est quoi? C'est que dans ma fonction, en fait, de collecting fruit, j'ai les mutex qui est locké ici. Le problème avec mutex lock,
c'est que, en fait, il attend. Si la ressource est lockée, bah, il attend. Du coup, si par exemple, j'ai 2 tâches, par exemple, là, ici, j'ai une tâche pour les oranges, pour ramasser les oranges, et une autre pour les pommes. C'est pas optimisé parce qu'il attend. Par exemple, il attend alors que si, par exemple, Adam, il travaille sur les pommes, mais Eva, ils peuvent très bien travailler sur les oranges. Mais en fait, c'est pas le cas parce qu'il attend toujours, parce que c'est loqué ici, sur les deux. Du coup, une version qui est plus intelligente, on peut dire, c'est que je vérifie. Je vérifie si je peux attendre ou pas la ressource. Si non, ça veut dire que si c'est pris par quelqu'un, bah dans ce cas-là, je fais d'autres choses en attendant. Comme ça, c'est plus optimisé. Au lieu d'attendre, bah, je fais d'autres choses. Et comme ça, je relâche la mutex. C'est ça l'idée, en fait, d'une fonction qui s'appelle child lock. Ça veut dire au lieu d'attendre le lock, parce que le lock, il attend si la ressource est occupée. Mais le child lock, il ne fait pas le cas. C'est pas le cas. Il essaye de récupérer la ressource. Si on ne peut pas, ben, il retourne false et on fait d'autres choses. C'est ça l'idée de child lock. Tac. Alors, pour terminer, je parle en fait d'un problème qui s'appelle deadlock un peu plus en détail. Je ne sais pas si vous connaissez une problématique en fait, c'est les dîners en fait des philosophes. Le dîner des philosophes, c'est un problème qui dit comme ça. Imaginons que j'ai 2 philosophes qui, euh, qui sont en train de manger ensemble autour d'une table. Ils sont en train de manger le spaghetti. Pour manger le spaghetti, ils utilisent les baguettes. Et la baguette, il en faut 2. On ne peut pas manger avec une seule baguette. Si, mais c'est pas bien. Le premier philosophe, il prend la baguette, il prend la première baguette, et du coup, le deuxième prend l'autre. Mais les deux, en fait, il attend l'autre. Il termine, en fait, il relâche la baguette pour pouvoir commencer à manger le spaghetti. Sauf que le premier, il attend le deuxième, mais le deuxième, il attend le premier. Donc, il y a personne, en fait, qui relâche la baguette parce qu'il attend toujours l'autre. Et du coup, on entre dans la situation de deadlock. C'est ça, le dîner, en fait, ce qu'on appelle le philosopher's dinner. Ah, oui, parce qu'ils disent que, pour illustrer en fait le fait que les traites, des fois, ils attendent dans le système d'exploitation, ils attendent, mais on dit que, bah, en attendant, bah, les philosophes, ils réfléchissent. Ils réfléchissent, pas comme voilà. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai un exemple de deadlock ici. Donc, j'ai 2 mutex. Mon mutex, donc, comme j'ai dit, en fait, mutex, c'est pour les ressources partagées. Donc, j'ai 2 baguettes, A et baguette B. J'ai 2 philosophes, Aristote et Platon, qui mangent, voilà, avec la fonction manger. Donc, dans la fonction manger, j'ai la première baguette et la deuxième baguette. L'ordre ici est important. Donc, pour Aristote, il considère que sa première baguette, c'est la baguette A. C'est la baguette A. Mais pour Platon, c'est la baguette B. Donc, ce qui fait que quand les deux traits rentrent dans cette fonction, bah, vu que la fonction, en fait, verrouille toujours, elle attend toujours la ressource sur la baguette A. Ça ne marchera jamais. Parce que quand Aristote il prend la baguette, il attend B. Et bah, le Platon, il lock le B, il attend le A. Donc, ça ne marchera jamais. Donc, si j'exécute ça, vous voyez que, en fait, ici, j'ai un nombre d'assiettes, en fait, de spaghettis à manger. Chaque fois que ça rentre ici, ça diminue, voilà, ça fait diminuer en fait, le nombre de spaghettis à manger par 1. Et quand c'est 0, bah, je termine. Mais en fait, vous voyez que ça ne se termine jamais sur mon process. Il y a toujours 999 qui restent. Ça ne termine jamais parce qu'on est dans une situation de deadlock. Voilà. Pour résoudre le problème de deadlock, le principe, c'est quoi? C'est que
il faut toujours locker et unlocker les ressources dans un ordre défini. Le problème ici, c'est qu'Aristote, il prend la première baguette comme, il prend la baguette A comme première. Et Platon, il prend la baguette B comme la première. C'est pour ça qu'on a le problème. Mais si tout le monde prend toujours la baguette A comme la première, on n'aura jamais le problème. Alors, pour ça, je vais vous montrer si je change ça. Je change l'ordre. Donc, c'est toujours A qui est récupéré avant B. Ah, pardon. Ouais, bien vu. Et le B qui est deuxième. Et là, bon, il commence à manger, à bien manger. Il termine le travail. Pas un travail, mais c'est bien. Voilà, donc ça, c'est un exemple de deadlock. Et le principe que les ressources devraient être récupérées et libérées dans un ordre défini pour éviter les problèmes de deadlock. Voilà, ça c'est, je pense que c'est à peu près ça les connaissances en fait de base de multithreading.